Je vais faire un exposé, après la pause sur la santé mentale, des enfants et des adolescents intellectuellement surdoués. Donc qui va reprendre, hein, un certain nombre d'éléments que Nadège a exposés. Ce qu'on a convenu auparavant, c'est que je ferai, préalablement, un petit exposé à caractère plus historique, sur, les termes, sur la notion de surdon intellectuel, haut potentiel intellectuel, sur les termes qui désignent, ces enfants, ces adolescents ou même adultes. Alors ça fait un petit retour en arrière. Là, on est déjà entré au cœur du sujet, mais je crois que on était tous d'accord là-dessus parce que quand on parle d'intelligence, de mesure de l'intelligence et de psychologie différentielle, c'est-à-dire de faire des catégories de personnes selon leur intelligence, c'est vraiment très important de dire un mot sur, l'évolution historique de cette notion. Et puis aussi, ça va me donner l'occasion d'expliquer pourquoi, pour ma part, je ne vais pas utiliser l'expression haut potentiel intellectuel, même si elle existe et elle a sa valeur. Il y a d'autres termes, hein, haut potentiel intellectuel, on l'a dit. On parle parfois, enfin, pour ma part, j'entends parler quelquefois d'enfants surintelligents. On parle de la douance. On parle moins, mais on parlait aussi, par le passé, d'enfants intellectuellement précoces. Bon, là, il y a un accent sur quelque chose de chronologique, mais c'est aussi même famille de concepts. Et puis, on parle, et on a parlé depuis très longtemps d'enfants intellectuellement surdoués. Et c'est l'expression historique, hein, c'est la première désignation de ce sujet. C'est la notion qui est cristallisée, sur laquelle on se base, voilà, qui est consolidée dans le temps, dans la littérature scientifique. Donc, c'est l'expression que j'utilise, mais je pense que ça désigne la même chose, la même idée. C'est la traduction, quand je dis enfant intellectuellement surdoué, c'est la traduction de intellectually gifted children. Excusez-moi pour l'accent. Ça vient d'Angleterre, en effet. Où on parle de giftedness, de surdon. C'est la traduction qu'on peut faire en français. C'est une expression qui date du 19e siècle et qui est apparue, qui est apparue avant la psychométrie, c'est-à-dire avant ce que Nadège a exposé sur l'invention, disons, des échelles métriques d'intelligence. On parlait déjà de surdoués. Et c'était les personnes qui ont parlé de surdoués, disons les savants, entre guillemets, qui ont commencé à parler de surdoués, ce sont les psychiatres, ou plus exactement, on disait des aliénistes, à l'époque. Et alors, quand j'ai dit en Angleterre, en réalité, c'était en France, mais assez vite, ça a été en Angleterre. Mais je vais résumer quand même pour ne pas être trop long. C'est dans un contexte particulier à l'époque, où les psychiatres étaient préoccupés par quelque chose qu'ils appelaient la dégénérescence. C'est-à-dire que les psychiatres partout en Europe, il y en avait aussi aux États-Unis, mais très peu, mais c'était surtout en Europe à l'époque, ils avaient dans les asiles, ils étaient les médecins, il y avait beaucoup de malades, et ils disaient les malades avaient des aliénations mentales, et ils ne pouvaient pas faire grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de méthodes qui permettaient de soigner vraiment les troubles pour lesquels les personnes étaient internées. C'est le vocabulaire, hein, de l'époque. Mais ils disaient il faut faire en sorte que les gens ne deviennent pas malades, en fait. Et ils avaient pour cela une théorie, ils disaient l'aliénation mentale, c'est l'aboutissement d'une dégénération. C'est-à-dire que de génération en génération, dans une famille, il y a des stigmates, des imperfections physiques, morales, intellectuelles, qui s'accentuent de génération en génération. Et au bout du compte, ça donne l'aliénation, mais il faudrait la repérer avant pour essayer de faire quelque chose à un stade où c'est encore sensible à notre action, c'était plutôt une théorie un peu de prévention sociale. C'est l'idée qu'il fallait lutter contre l'alcoolisme, c'est la naissance des ligues contre l'alcool, contre les infections, pour une meilleure nutrition, contre le travail des enfants, bon, plein de choses comme ça. Et, en fait, ils mettaient un petit peu tout dans... Parce que cette théorie, en fait, on l'a su ensuite, était complètement fausse, hein, complètement farfelue. C'était basé sur une idée d'abord de l'hérédité qui s'est révélée fausse. C'était basé sur
une idée de l'action de l'environnement sur le développement et sur les troubles mentaux qui étaient fausses. Mais à l'époque, tout le monde y croyait. Et tous les psychiatres du monde, tous les psychiatres occidentaux, se basaient sur la théorie de la dégénérescence. C'était comme ça. C'était le neuromythe de l'époque, disons, et qui a été inventé, qui a germé dans l'idée d'un psychiatre français qui s'appelle Ménénique Morel. Mais ensuite, ça a été repris de diverses façons dans les grands pays, et notamment en Angleterre, qui était le grand pays. C'est la grande puissance de l'époque, hein, l'Angleterre. Et en Angleterre, eh bien, les psychiatres, les aliénistes anglais ont utilisé aussi cette notion de giftedness, parce que ce qu'ils se disaient, c'était il y a les aliénés dans les asiles, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas dans les asiles, qui sont à un stade moins grave de la dégénérescence, mais qui sont des individus particuliers. Alors, ils les décrivaient en fonction de certaines particularités physiques, par exemple. Ça, c'était plutôt en France, en Italie. Et donc, les psychiatres anglais en particulier s'intéressaient aux personnes qui considéraient comme ayant des capacités supérieures. Ils avaient arrangé ça, parmi d'autres choses, hein, dans les traits de dégénérescence un peu subtils. Et donc, ils appelaient ça les dégénérés supérieurs. Bon, ça avait un intérêt dans les conceptions de l'époque. Bon, ça, c'était le début de l'intérêt pour cette notion. Et tout ça, c'était avant la psychométrie, parce qu'à l'époque, on ne mesurait pas l'intelligence. On avait une notion assez intuitive, disons. En fait, c'était surtout, mais c'était pas complètement faux cette histoire, parce que c'était un petit peu basé sur par exemple, sur la santé mentale des grands créateurs, ou des gens qui avaient des talents presque géniaux, et dont un certain nombre avaient des troubles mentaux. Bon, on sait depuis qu'il y avait les questions de la syphilis, etc., à l'époque, qui perturbaient beaucoup l'analyse des choses. Mais enfin, bref, c'est comme ça que le lien avait été fait. Bon, la théorie de la dégénérescence, ça s'est arrêté au moment de la guerre de 14-18. Plus personne, à partir de ce moment-là, ne s'est mis à réfléchir avec ce genre d'idées. Mais par contre, ça a eu quand même une suite, en quelque sorte. Il y a eu un prolongement de la théorie de la dégénérescence, quelque chose qui est parti de là. C'est l'eugénisme. L'eugénisme est né en Angleterre à la fin du 19e siècle. Et alors, aujourd'hui, je prononce le mot eugénisme, il peut y avoir un petit frisson avec cette idée. Il faut savoir qu'à l'époque, et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en fait, l'eugénisme, si on se remet dans le temps, ça ne fâchait personne, et c'était très admis comme approche. C'était l'idée d'améliorer la population, améliorer l'être humain. Il y avait un côté nationaliste quand même, des fois, mais c'était pas. Il y avait des grands esprits, des grands philosophes, des grands pacifistes, des grands humanistes qui avaient un point de vue eugéniste, et ça n'avait pas le caractère sulfureux, on va dire, que ça aurait aujourd'hui, bien sûr. Mais donc, il y a un monsieur qui s'appelait Galton, Francis Galton, qui était un passionné de statistiques, qui s'intéressait énormément. C'était un peu les débuts de la psychométrie, même si c'était tout à fait rudimentaire. Et donc, il a fondé l'eugénisme. Et il y avait deux aspects dans cet eugénisme. Il y avait ce qu'on appelait l'eugénisme négatif. C'était en gros l'idée, les gens qui n'ont pas des bonnes capacités ou sont vraiment pas les meilleurs dans leur capacité physique, mentale, il ne faut pas favoriser le fait qu'ils se reproduisent. Mais à l'inverse, ça c'est l'eugénisme négatif, mais à l'inverse, les personnes qui ont des capacités supérieures, qui sont les meilleures souches, c'est une traduction en français, mais il faut les inciter à se marier ensemble, à avoir des enfants plutôt nombreux, et puis comme ça, la couronne britannique sans doute continuera à rayonner en étant haut, mais on ne veut pas redescendre. C'était l'époque de l'urbanisation, il y avait une certaine crainte sur l'avenir du pays. Bref. Mais il n'y avait toujours pas de psychométrie, vraiment de mesure de l'intelligence. C'est arrivé un petit peu après, pas très longtemps après, vous savez probablement,
la première mesure composite de l'intelligence, c'est quelque chose qui est français. C'est l'œuvre en particulier d'un monsieur qui s'appelle Alfred Binet. C'était des premiers professeurs de psychologie, histoire, avec un psychiatre qui s'appelait Simon. Ils ont créé l'échelle métrique d'intelligence. Ils ont créé cette échelle à la demande, en fait, à l'époque de l'instruction publique. C'était le ministre de l'Enseignement national, en fait. Pourquoi ? Parce que l'instruction publique était devenue obligatoire en 1860, 70, à peu près, un tout petit peu après. Bref, on avait quelques décennies d'expérience et on voyait qu'il y avait des gens qui n'arrivaient pas, des enfants qui n'arrivaient pas à l'école primaire. Hein. Et l'idée, c'était de créer des classes spéciales qui ont existé ensuite, quelques années plus tard, qui sont appelées les classes de perfectionnement. Aujourd'hui, on appellerait ça les classes SECPA, mais sauf que c'était en primaire. Non, c'était pas vraiment... Enfin, on pourrait dire Ulysse, mais en vrai, ça restait éducation nationale. Enfin, ceci dit, à l'époque, il n'y avait pas d'organisation par rapport aux situations de handicap. Mais donc, des classes spéciales pour les enfants qui n'y arrivent pas, qui sont en difficultés scolaires importantes. Mais il fallait pouvoir quand même avoir un argument, si vous voulez, du côté d'une mesure qui ait une certaine scientificité. C'est pour ça qu'on a demandé à Simon de travailler sur son test. Il a réussi. Il a créé la première échelle métrique d'intelligence. Il a créé l'âge mental. Alors, bizarrement, on l'utilise encore d'une certaine façon, parce qu'aujourd'hui, c'est plus l'échelle de Ney qu'on utilise. On n'utilise plus de quotient en vrai, hein, maintenant. On appelle ça quotient intellectuel. En vrai, maintenant, c'est un rang normalisé. Enfin, ça fait la même chose. Mais à l'époque, on faisait un quotient entre l'âge mental et l'âge théorique, l'âge développemental. On multipliait par 100 ensuite. Lui, il faisait une fraction. Enfin, ça donnait un pourcentage, si vous voulez. Et ça permettait très bien de prédire la réussite scolaire, déjà. On le savait déjà. Et puis, ça fonctionnait très bien pour dire qui avait besoin d'un enseignement spécial, finalement. Alors, sauf que ça n'a pas du tout marché en France. Alors, je ne suis pas capable de vous dire, il y a des historiens qui le savent, hein, mais moi, j'ai oublié. Mais en tout cas, c'était censé être utilisé finalement pour créer les effectifs des classes de perfectionnement. Puis ça n'a pas été fait. Sans doute parce qu'il n'y avait pas de psychologue pour l'éducation nationale pour faire passer les tests ou des choses comme ça. Hein. Bref, avant très longtemps, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas été utilisé dans l'éducation nationale. Mais par contre, ça a intéressé énormément les psychiatres et surtout les psychologues américains, qui étaient les eugénistes. Parce que c'était l'époque, et il y avait l'approche, c'était eugéniste, et qui avait l'idée d'utiliser ces tests pour différentes choses. Par exemple, pour les immigrants dans l'entre-deux-guerres, pour voir leur niveau, aussi pour les recrues militaires, pour savoir comment ils étaient intellectuellement, et puis se donner des informations sur la population, et aussi pour les écoles, ou en tout cas dans certains États des États-Unis, pour se dire, on va créer des classes spéciales, mais ce n'est pas des classes spéciales pour les élèves qui n'y arrivent pas. C'est des classes spéciales pour favoriser les meilleurs intellectuellement. Vous voyez que là, on est dans une autre approche que gérer le potentiel vulnérable, etc. Là, on est plutôt, on va choyer ou favoriser, faire en sorte, par un regroupement, de favoriser un enseignement qui pousse vers le haut ceux qui sont les meilleurs intellectuels. C'est de l'eugénisme positif. Et ça n'a pas été le cas dans tous les États des États-Unis, mais ça existait dans beaucoup d'entre eux. Et ça a même été étudié par un grand psychologue, un grand eugéniste, qui est Lewis Terman, qui est très connu dans l'histoire de la psychologie, qui a étudié de façon prolongée et très approfondie les enfants surdoués pendant plusieurs décennies. Ça donnait plein de livres, les Terman Studies, qui avaient déjà montré, finalement, on a oublié parce qu'on ne parle que de la littérature plutôt récente, mais qui avaient déjà montré pas mal de choses qui sont confirmées en fait aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de voir que ça vient de la pensée eugéniste, mais qui à l'époque n'avait rien de sulfureux, je vous le redis. Dans les années 20, dans les années 30, l'eugénisme, c'était normal. Mais à partir de la Deuxième Guerre mondiale, l'eugénisme, ça a été poussé à son paroxysme. L'eugénisme racial, et puis un eugénisme délirant du régime nazi,
Et donc, on a... l'eugénisme a disparu, si vous voulez. Mais il y a quelque chose qui n'a pas disparu, c'est l'intérêt pour le quotient intellectuel. Parce que il y a eu la guerre froide. Et pendant la guerre froide, il y avait une compétition entre l'Ouest et l'Est. Alors, en URSS, on n'utilisait pas de quotient intellectuel. Je crois même que c'était interdit. C'était considéré comme, je ne sais plus quel était le terme, mais fort révolutionnaire, si vous voulez, ou quelque chose comme ça. Mais aux États-Unis, il y a eu on a maintenu des classes spéciales et maintenu dans pas mal d'États et une grande utilisation des tests intellectuels parce qu'il y avait l'idée quand même, il faut des grands scientifiques, il faut des grands esprits pour faire avancer la technologie, le progrès technologique. Hein. On peut dire ça comme ça. Il y a une historienne américaine, Leslie Margolin, qui a fait un très beau livre là-dessus. Enfin, en fait, je ne fais que répéter finalement ce qu'elle a étudié en vous restituant un résumé. Alors, en France, comme je vous disais, on ne s'est pas trop intéressé à la psychométrie avant l'après-guerre. Et en France, l'intérêt pour les notions d'enfants surdoués, c'est venu après la Deuxième Guerre mondiale, à la fin des années 50, dans les années 60. C'est beaucoup venu par les psychiatres. C'est un petit peu étonnant aujourd'hui quand on relit ces textes de l'époque. On voit bien qu'il restait en France des restes de la théorie de la dégénérescence et que l'intérêt de certains psychiatres pour les enfants, alors dans le cadre de soins, c'était pas des études en population générale, là aussi, hein, c'était des cas cliniques d'enfants qui étaient considérés comme malades de leur intelligence, disons, ou en tout cas dont l'intelligence extrême était considérée comme elle-même pathologique, finalement. On s'est intéressé aussi un peu dans la même époque à la notion d'enfant précoce. Et là aussi, il y avait l'idée que la précocité, c'est-à-dire certaines anticipations, quelque chose qui arrive trop tôt, c'était comme... il y avait, si vous voulez, le relent, l'idée d'un stigmate, un peu comme issu des idées semblables à la théorie de la dégénérescence. Mais bon, c'est une littérature qui est restée assez confidentielle, finalement. Il n'y a pas eu beaucoup de travaux sur le sujet. Le retour, vraiment, c'est avec le haut potentiel. Alors là, je vais parler des travaux d'un sociologue qui a beaucoup étudié ça, qui s'appelle Villefort de Ligné, qui a mené énormément d'entretiens avec tous les acteurs de cette période des années 80 et 90. C'est, je dirais, entre guillemets, la mutation du vocabulaire en haut potentiel intellectuel. Il faut savoir que c'est uniquement français. Hein. Vous ne trouverez jamais personne qui parle de haut potentiel. Si quelqu'un parle de haut potentiel, c'est un Français ou peut-être un francophone ou quelqu'un qui a fait ses études en France. Et vous pouvez trouver des publications en anglais, mais c'est toujours fait par des Français. C'est une désignation française du phénomène, disons, d'intelligence élevée, qui a été voulu, si vous voulez, parce que les personnes qui représentaient les personnes surdouées, disons, ou qui avaient fondé différents cercles associatifs, constataient qu'en France, contrairement aux États-Unis, on ne s'intéressait pas, on n'avait pas un a priori positif sur les gens surdoués. C'est-à-dire que quand il y avait des émissions, La Marche du siècle, enfin pour ceux qui ont connu, c'est d'un autre siècle, La Marche du siècle, on parlait de ça. Alors c'était toujours des gens qui témoignaient, qui étaient des banlieues UP de Paris, etc. Et le public n'aimait pas. Et un certain nombre de représentants associatifs voulaient un petit peu plaider pour une politique un peu à l'américaine, en disant nous, on est des personnes qui peuvent aider la nation, mais ça, c'était considéré comme de la prétention, si vous voulez. Et il y a vraiment une stratégie, se dire, on va changer notre image, on va faire un rebranding, et on va dire qu'on est plutôt des personnes dont il faut respecter le potentiel, sinon on ne va pas l'exprimer. Et c'est-à-dire d'orienter les choses en partie autour d'une vision un petit peu, non pas pathologique, mais sur la vulnérabilité, en tout cas. Voilà l'origine du terme qui existe depuis maintenant à peu près 25 ans. Voilà ce que je voulais
transmettre un peu comme préambule ma présentation que je fais après la pause. Merci à vous. À tout de suite.